Cette récente formation des mesurés du gouvernement DIGE s'inscrit dans le cadre d'une éthique. On fustige la gabegie que la taille de ce gouvernement va entraîner. Sacré contre le terrorisme, c'est l'appel de protection de la multiplication des attaques terroristes nationales. Précision dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information et merci d'avoir choisi Canal 3 Niger pour vous informer. Je le disais tantôt dans les titres, les réactions continuent à tomber suite à la formation du nouveau gouvernement d'union nationale. La dernière émane du secrétaire général de l'Union syndicaliste progressiste des travailleurs du Niger, USPTN. Pour Chebou Tankari, ce gouvernement rime avec une gabégie du train de vie de l'État. Un extrait de son analyse avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. La récente formation des mesurés du gouvernement DIGE s'inscrit dans le cadre d'une éthique, une logique qui consacre la gabégie dans la gestion du train de vie de l'État du Niger. Ainsi, à cette formation du gouvernement s'ajoute la création d'une nouvelle institution budgétivore que la Constitution de la 7e République n'a pas prévue. Ces deux actes eux-mêmes sont consécutifs à l'institution de nouveaux postes politiques au sein des différents ministères au Niger, à savoir les postes de directeur de cabinet en plus des chefs de cabinet. Ce qui a un coût pour la gestion des finances publiques. Ces nominations consommées au nom de la confiance dont un élu dispose d'un peuple patient ont favorisé l'augmentation en puissance de 58 députés en plus des 113 qu'on avait déjà, et ces 58 députés ont été en plus élus le 21 février, ce qui donne lieu à 171 députés. Le tout consacre le train de vie de l'État et c'est mauvais pour la bonne gouvernance. Le mouvement des comités révolutionnaires MCR Ikima a effectué hier sa rentrée au plan politique. C'était lors d'un meeting marqué par le discours du président du parti, dont le contenu a porté sur la vie de la nation et plusieurs grands dossiers mondiaux. Martin Aradjou. Le meeting marque la rentrée politique du mouvement des comités révolutionnaires MCR-ICMA, une occasion saisie par le président du parti pour revisiter la situation sécuritaire de la sous-région. Au nom de la démocratie, on détruit les fondements sociaux de toute une nation. Les conséquences sont incalculables. Les morts d'hommes, destruction des biens, les désordres et les chaos qui s'installent. L'une des conséquences que nous vivons ici directement au Niger fait suite à la destruction de l'État libyen, qui a engendré une prolifération des organisations criminelles dans la bande sahélo-saharienne. Il est nécessaire pour des pays comme le Niger, le Tchad et le Mali que la communauté internationale, après avoir provoqué ce désordre, puisse venir en aide financièrement et matériellement pour stabiliser ces pays. Ensuite, le président du MCR a dressé un diagnostic sans complaisance de la situation sociopolitique du Niger. Les acteurs des secteurs sociaux de base sont en ébullition, avec des interminables grèves perlées pour des revendications matérielles souvent légitimes, face à un État dont les ressources se raréfient de plus en plus, suite aux multiples sollicitations. Pour l'intérêt du Niger, nous demandons à tous ces acteurs de privilégier un dialogue sincère pour la résolution de tous les problèmes. Il y a de cela quelques jours qu'un nouveau gouvernement vient d'être mis en place. Quoique jugé pléthorique par une certaine opinion
avec ses 43 membres, nous demandons à tous les acteurs sociaux de lui concéder un délai de grâce pour relancer notre pays. Ce délai de grâce est nécessaire pour consolider les acquis, surtout pour préserver la paix et la sécurité dans notre pays. Notre pays a besoin de la paix et de la stabilité sociopolitique. Nous rendons un hommage mérité à tous ceux qui ont répondu favorablement à la main tendue du président de la République. Pour cette œuvre de consolidation de l'unité nationale et de la paix, nous félicitons vivement le président de la République, Issoufou Mahamadou, et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Birji Rafini. De la situation sécuritaire au récent déguerpissement en passant par la main tendue du président de la République pour le développement du pays, rien n'a été oublié dans l'intervention du docteur Sita Idrissa, point d'orgue de ce meeting. Enfin, le MCR demande aux Nigériens dans leur ensemble à la mobilisation pour un développement durable. Je le disais dans les titres également, la lutte contre le terrorisme, une affaire de tous, c'est la substance des réactions de plusieurs citoyens recueillis par notre reporter Anafi Boubacar suite à la multiplication des attaques terroristes sur le sol national. Suivez plutôt. Le Niger cible ces derniers temps des groupes terroristes avec une recrudescence des attaques au nord comme au sud du pays. Ce regain de sécurité ne doit pas plonger la population dans une psychose. L'heure est plutôt à une synergie d'idées de tous dans ce combat contre l'extrémisme et le terrorisme. Une vision partagée par une large opinion nationale. Il incombe à tout un chacun. Ça a été prévu par la Constitution. Tout Nigérien, militaire ou civil soit-il, il incombe à lui de divulguer un certain comportement qui ne cadre pas au développement, à la paix, à la sécurité, même, j'allais dire, au l'environnement, si ça va toucher l'environnement, là, il doit le faire freiner. L'écrasante majorité de la population se trouve dans l'oisiveté. Donc, ce qui amène que souvent, ce sont même les citoyens qui se transforment en bandits. Donc, ça incombe à l'État vraiment de mettre surtout l'accent sur l'éducation. Et si on dit l'éducation, pas seulement, comme on appelle ça, l'instruction à l'école, mais aussi la formation professionnelle pour que le citoyen puisse avoir un boulot le permettant d'être à l'abri de l'oisiveté. Ce que nous disons à la population ou à la communauté, c'est de tout faire pour démasquer et pour dénoncer tout cas suspect, quelle que soit l'appartenance, quel que soit ce que vous êtes appelé à percevoir auprès de l'individu malfrat ou mal intentionné. Parce qu'aujourd'hui, l'insécurité est un fléau international. On ne peut pas couvrir des individus mal intentionnés parce qu'aujourd'hui, quand il y a explosion, c'est tous les quartiers, c'est tous les pays, c'est tout le monde, c'est tous nos enfants. Aujourd'hui, le peuple ne doit pas céder à la peur, mais plutôt faire corps avec sa vaillante armée en l'aidant à débusquer et démasquer tout comportement ou acte suspect et en prêchant partout la culture de la paix. Ainsi, le citoyen aura posé non seulement une action républicaine, mais joué également sa partition dans le cadre du renforcement de la paix et de la stabilité de notre pays, condition indispensable à son développement durable. Une opportunité à saisir par les autorités municipales, celle des jeunes du quartier d'Angao qui ont initié des opérations de salubrité dominicale au niveau des rues et ruelles de leur quartier. Un véritable élan citoyen dans la lutte contre l'insalubrité tamponnée par les autorités. Détail, Halidou Mamadou. Depuis plus de mois, ces jeunes du quartier d'Angao s'activent à rendre propre et salubre leur cadre de vie. Ainsi, chaque dimanche matin, munis de leurs outils, les jeunes du quartier d'Angao balayent les rues et ruelles insalubres. C'est les jeunes du quartier donc qu'on se réunit à chaque dimanche pour qu'on fasse la salubrité. On a fait ça juste par conviction pour notre bien même, pour notre propriété aussi. Nous, ce qu'on veut donc, c'est le soutien du paysan et plus particulièrement notre ministre de la salubrité, de nous soutenir financièrement ou bien avec des matériels parce qu'on est en manque de matériel. Tout ça, c'est par notre cotisation pour Anga. Les balais, les râteaux et on a une place publique.
s'ils peuvent nous amener les grandes poubelles là pour la mairie. Donc, après avoir balayé les trucs, on peut déverser notre débris là-dedans et venir ramasser le truc. Une initiative salutaire et surtout exemplaire venant de ces jeunes qui agissent de leur propre chef. Les autorités en charge de la salubrité urbaine doivent encourager et appuyer ces jeunes dans leur élan d'action citoyenne contre l'insalubrité urbaine. Le volet reportage de cette édition porte sur la fabrication des tamis, un métier qui a du plomb dans l'aile, mais qui reste pour autant une véritable activité génératrice de revenus pour ceux qui l'exercent encore. Reportage signé Fatima Lanyaro, Mamata Abdoulaye. Le tamis est un des éléments de la batterie d'ustensiles de cuisine utilisés par les femmes dans leurs tâches ménagères. Un ustensile qui aujourd'hui est en perte de vitesse, néanmoins sa fabrication a cours encore dans la capitale. Cette activité nous met dans le Pour ceux qui aient des difficultés, ce sont des clients qui nous font parfois. Notre souhait est aussi d'avoir un endroit approprié afin que nous puissions mener à bien notre activité, car nous sommes dans la rue, exposés aux aléas climatiques, notamment en saison de pluie, où nous faisons régulièrement arroser. Une activité génératrice de revenus pour ces jeunes fabricants. Plus d'une dizaine d'années, nous pratiquons ce métier. Cette activité nous sert de gagne-pain et la seule difficulté que nous rencontrons de fois, c'est le problème de coulement de marchandises. Nous sollicitons aussi un endroit adéquat où nous pouvons avec sérénité poursuivre nos activités. Par exemple, un atelier serait le bienvenu. En raison de la modernité, il est plus que nécessaire pour ces jeunes fabricants de tamis pensent à apporter une touche de modernisme en vue de pérenniser ce métier qui leur sert également de gagne-pain. International de cette édition à présent, le démantèlement de la jungle de Calais sera définitif, effectif demain. Une opération de démantèlement complexe qui devrait se faire dans le respect des droits et des personnes. Pas sûr pourtant que ça soit le cas tant la tension est forte dans la jungle. Hier soir, des incidents violents ont eu lieu. Reportage Caroline Hick. Les policiers français avancent lentement vers quelques dizaines de migrants visiblement très nerveux. De la rage, du désespoir, qui contraste avec la résignation de centaines d'autres. Après des mois de vie dans des conditions inhumaines, ils ont décidé de finalement accepter la proposition de la France, demander l'asile dans l'Hexagone. Lundi, que le bus il revient à la jungle, je prends du bus, je vis en Siamo à d'autres villes de Français. Parce que moi je n'aime pas la jungle, je n'aime pas rester ici. Concrètement, dès demain et pendant 3 jours, les habitants de la jungle sont invités à se présenter dans cette sorte de gare routière, d'où ils seront conduits en car vers l'un des 450 centres d'accueil et d'orientation répartis sur le territoire français. 60 cars sont prévus ce lundi. À la fin de la semaine, la jungle est censée être vidée de ses occupants et complètement rasée. On leur parle et on leur donne autant d'informations que possible parce qu'on veut s'assurer que d'ici lundi, plutôt que d'être choqués ou fâchés ou apeurés, ils soient pragmatiques, qu'ils sachent ce qui va se passer, qu'ils ne peuvent rien y faire, qu'ils soient prêts et qu'ils puissent se dire « Ok, on savait que ça allait arriver, il est temps d'y aller ». Reste 2 questions. D'abord, combien de récalcitrants refuseront la proposition française? On s'attend à de vives tensions car ils pourront alors être interpellés et placés en centre de rétention. Ensuite, que deviendront les 1300 mineurs qui habitent dans le camp? Ils sont censés être accueillis dans un centre situé à côté, mais beaucoup risquent de disparaître dans la nature. Phénomène inquiétant en Afghanistan, la production du pavot à opium est repartie à la hausse dans le pays. Selon l'ONU, elle aurait augmenté de 10% en 2016 et rien n'est fait en termes de lutte publique contre les cultures illégales des récoltes de pavot qui rapporteraient des centaines de millions de dollars aux talibans. Antoine Delpierre. C'est ici, au pied des montagnes afghanes, que la plante s'épanouit le plus. C'est là aussi, dans l'apparente quiétude de ces champs de pavots, que se joue le drame de l'Afghanistan.
Dans ces régions du sud du pays, la culture de l'opium est une affaire de tradition, de survie aussi. Comme la province manque d'eau, les fermiers ne peuvent rien faire pousser d'autre pour gagner de l'argent. C'est le seul moment de l'année où je peux gagner de l'argent. Ici, les gens font ça 15 jours par an. Le reste de l'année, il n'y a pas de travail. Nous sommes actuellement en état de guerre. Si on force les gens à détruire leurs champs de pavots, ils vont commencer à soutenir les talibans. Les talibans, avec leurs taxes sur la culture du pavot, ils engrangent autour d'1 milliard de dollars par an. De quoi multiplier les offensives et entretenir l'insécurité dans des régions qui échappent largement au contrôle du gouvernement. Un cercle vicieux où la culture de l'opium entretient la violence et réciproquement. Il est vraiment perturbant de voir une hausse considérable de la culture du pavot, notamment dans le nord, qui a probablement été causée par la détérioration de la sécurité dans la région. L'année dernière, pourtant, pour la première fois en 6 ans, la production d'opium avait reculé grâce aux campagnes d'arrachage et aux alternatives proposées aux paysans. Mais en une seule année, d'après les estimations de l'ONU, les surfaces dédiées au pavot ont augmenté de 10%. Une fois le bulbe saigné et la sève récoltée, la production d'opium pour 2016 pourrait atteindre les 6000 tonnes, près du double par rapport à l'année dernière. Enfin, la colère des femmes au Venezuela, mouvement au départ organisé par l'opposition au président Maduro, mais qui a pris de l'ampleur, lassées par la crise économique et politique, elles ont appelé à la désobéissance civile. Explication, Stéphane Leroyer. À l'origine, ce devait être la manifestation des femmes, certes une marche contre le gouvernement, mais plutôt pour dénoncer la difficile situation économique du Venezuela, les pénuries dans les magasins et le quotidien insupportable des familles vénézuéliennes, pour demander aussi la libération d'un dirigeant de l'opposition actuellement emprisonné. Mais la récente décision des autorités de geler le processus référendaire contre Nicolás Maduro a changé la donne. Personne ne pourra nous arrêter. Nous allons rétablir la démocratie. Des milliers de femmes dans les rues de Caracas. Depuis le départ de cette marche samedi matin, on les appelle les courageuses, membres, sympathisantes de l'opposition vénézuélienne ou simples manifestantes. Elles en appellent à la désobéissance civile contre l'actuel président du Venezuela pour, disent-elles, rétablir la démocratie et les droits des Vénézuéliens. Au Venezuela, il y a une dictature déclarée, cruelle, sans limite et déchaînée. Et voilà pourquoi nous, les femmes, envoyons un message aux différents acteurs à l'Assemblée nationale. D'abord, pour obtenir quand même le processus d'éviction de Nicolás Maduro. Après les étudiants vendredi, les femmes ce samedi, l'opposition vénézuélienne de droite et centre-droit appelle à une grande manifestation anti-Maduro mercredi prochain à Caracas. Voilà, point final de cette édition d'information. Avant la partie magazine de cette édition, je m'en vais vous rappeler ce rendez-vous du service des programmes de la télévision Canal 3 Niger. Il s'agit du 2e numéro du débat mensuel La Grande Interrogation qui a porté sur la modernisation de la ville de Niamey. Comme invité, le débat avait le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, le directeur général des services techniques municipaux, Adam Abdou, le député maire et avocat, Maître Moussi Boubacar, le secrétaire général du syndicat national des commerçants, importateurs et exportateurs grossistes du Niger, Cheikh Bouchambiano, et le socio-anthropologue Sani Yahya Janjouna, ainsi comme d'habitude notre panel d'invités. Le rendez-vous est pris donc à 21h ce dimanche sur la télévision Canal 3 Niger. Cela dit, la partie magazine de cette édition consacrée à l'analyse du secrétaire général du syndicat de l'Union syndicaliste progressiste des travailleurs du Niger, USPTN, Cheibou Tankari, sur la formation du gouvernement d'union nationale. Bonne réception, au revoir. Cette récente formation démesurée du gouvernement, dis-je, s'inscrit dans le cadre d'une éthique, une logique qui consacre la gabegie dans la gestion du train de vie de l'État du Niger. Ainsi, à cette formation du gouvernement s'ajoute la création d'une nouvelle institution budgétivore que la Constitution de la 7e République n'a pas prévue.
Ces deux actes eux-mêmes sont consécutifs à l'institution de nouveaux postes politiques au sein des différents ministères au Niger, à savoir les postes de directeur de cabinet en plus des chefs de cabinet, ce qui a un coût pour la gestion des finances publiques. Ces nominations consommées au nom de la confiance dont un élu dispose d'un peuple patient ont favorisé l'augmentation en puissance de 58 députés, en plus des 113 qu'on avait déjà, et ces 58 députés ont été en plus élus le 21 février, ce qui donne lieu à 171 députés. Le tout consacre le train de vie de l'État et c'est mauvais pour la bonne gouvernance, quelle qu'elle soit, bonne gouvernance politique, bonne gouvernance économique. Cela est contraire aux intérêts souverains du Niger, cela est contraire aux attentes réelles des classes populaires, cela est contraire aux intérêts de la majorité des citoyens nigériens, quels qu'ils soient. Cela signifie qu'au Niger, mériter de la confiance d'un peuple, c'est disposer d'un permis pour ne pas être au rendez-vous des attentes des citoyens, pourvu qu'on satisfasse les intérêts particuliers d'une classe politique, d'une classe politico-bourgeoise locale, du reste parasitaire, pourvu qu'on satisfasse les intérêts des monopoles étrangers, pourvu qu'on satisfasse les intérêts des bailleurs de fonds, des partenaires extérieurs, pourvu qu'on satisfasse les intérêts de l'Union européenne, en un mot, de l'impérialisme. Alors, ces différentes nominations, ces différents actes signifient que les préoccupations fondamentales et démocratiques de la majorité des citoyens ne sont pas prioritaires, ne sont pas prises en compte. La démocratie au Niger est ainsi pervertie depuis un quart de siècle de gestion, advienne que pourra pour les gouvernants. C'est ce que cela veut dire, selon nous. Et ce type de train de vie de l'État mérite d'être décrié, il mérite d'être remis en cause. Pourquoi le remettre en cause? Parce qu'il peut engendrer des conséquences. Quelles sont ces conséquences? C'est l'accumulation des arriérés de salaire et des pécules des contractuels. C'est la suspension du recrutement des jeunes diplômés à la fonction publique du Niger. C'est la prise en charge des soins de santé qui pourrait être affectée. C'est l'aspiration des citoyens nigériens à la justice sociale qui pourrait être désormais une illusion. C'est aussi les investissements qui pourraient être réduits. Il est difficile aujourd'hui, depuis que ce système de république a été installé, de parler d'une restauration de démocratie, une démocratie qui a un contenu salvateur pour le pays. Nous avons besoin de voir émerger des unités de production économique, mais ce n'est pas le cas et c'est la désillusion au Niger maintenant. Les citoyens se désillusionnent. Et alors, face à cette situation, les organisations syndicales des travailleurs ont tout intérêt à se mobiliser. Ils ont tout intérêt à se mobiliser et inscrire leur lutte dans le cadre de la lutte des classes pour arracher de nouveaux droits, pour sauvegarder les acquis et rejeter toute remise en cause des acquis sociaux. Ils ont tout intérêt à se mobiliser, à lutter, renforcer l'unité, ne pas composer avec les partis politiques, aujourd'hui comme demain, pour que l'indépendance syndicale ait raison sur l'opportunisme, pour que l'indépendance syndicale, la lutte syndicale permette de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, à l'amélioration de la gestion de l'État du Niger. Il est regrettable aujourd'hui, après un quart de siècle de gestion du Niger, que nous assistions à ces
Cette situation est malencontreuse. Le Niger n'est pas maudit, mais c'est la conduite de certains de ses fils qui retarde le progrès économique du Niger. Cela est à bannir, cela doit être remis en cause, cela doit être combattu. Nous devons unir nos forces, nous devons faire en sorte que, en tant qu'organisation syndicale, nous renforcions notre unité de classe pour imposer une conduite en matière de gouvernance du Niger.